Et ça, on peut le trouver où? Ici chez moi. Je peux t'en envoyer. Hein. Je peux Ouais, je t'envoyer veux bien. 5 exemplaires par la poste. Donne-moi un peu l'adresse. Atmosphère. Ouais, je trouverai. Chaussée de Acht, Ouais, je sais d'acte. 450, 1030. Ok, je Merci. t'en prie. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes en live. Ok, c'est parti. Ben, bonsoir à toutes et à tous et ben, bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous suivent via Facebook. Et donc ce soir, on a décidé d'organiser un petit débat sur un sujet qui nous touche tous puisqu'on est tous concernés, c'est le confinement. Et si on est tous concernés, on ne l'est pas forcément au même niveau ou de la même manière. Et donc pour en discuter aujourd'hui, je vais déjà vous présenter deux de nos intervenants parce qu'on attend la troisième. Donc, je vais vous présenter Bilal Chouita, qui est coordinateur de la maison de jeunes, le foyer des jeunes des Marolles, qui est à l'origine, avec la SBL Jeunes Ambition Marolles, d'une interpellation du bourgmestre Philippe Claus, suite à une arrestation assez musclée dont on a beaucoup parlé dans les médias, d'un jeune homme du quartier des Marolles. Alors, on accueille aussi Khaled Boutafala, qui est le directeur de l'AMO Atmosphère, qui est membre de la commission jeunesse de la Ligue des droits humains et qui intervient régulièrement sur les questions d'interpellation, violences policières et autres. Voilà. Ben, bonsoir à tous les deux. Merci aussi à Arnaud et Pierre, mes deux collègues, qui vont m'aider à mener ce débat ce soir dans des conditions peut-être un peu compliquées parce que pour des raisons techniques, je ne vois pas mes deux interlocuteurs qui sont là pour le moment, c'est-à-dire Bilal et Khalid. Est-ce que par contre vous m'entendez tous les deux? Tout à fait. Moi, je t'entends très bien. Ok. Et je Bon, t'entends ben aussi moi, très bien. je vous entends, mais je ne vous vois pas. Et je viens de recevoir un petit message de Fatima Wassak qui me dit qu'elle est là, mais je ne la vois pas. Excusez-moi, je vais essayer de régler ça. Voilà. Bon, en attendant, ce que je vais faire, c'est déjà vous expliquer plus globalement les thématiques qu'on va aborder ce soir. Comme je le disais en introduction, on est tous confinés, mais est-ce qu'on est tous logés à la même enseigne du confinement? Et donc, on a décidé avec des travailleurs de terrain, Maison de Jeunes, AMO, Fatima Wassak, la voilà. Bonsoir Fatima. Fatima Wassak, qui est notre intervenante française et qui pourra nous donner son regard d'outre-Quiévrain sur les conditions de confinement. Fatima, tu nous entends? Oui, ça va Barbara? Oui, ça va bien et toi? Oui, ça va, merci. Je suis très contente de t'entendre, bienvenue. Ben, je vais compléter ma petite introduction en te présentant. Donc, Fatima Wassak, tu nous viens de la région parisienne? Oui. Tu es politologue, cofondatrice et porte-parole du Front de mer, qui est un mouvement qui lutte contre les inégalités scolaires. Et puis, tu es l'autrice d'un livre qui sort aujourd'hui, qui s'appelle La puissance des mères, sujet révolutionnaire pour... Ah zut. Sujet révolutionnaire. Et il ne sort pas aujourd'hui, il sort fin août. On a reporté la sortie. La sortie est reportée, mais bon, déjà, félicitations pour ce travail. Merci. Et donc, voilà. J'expliquais que le débat de ce soir concerne la question du confinement et ce qu'il met en avant de manière encore plus criante en termes d'inégalité sociale. Si on vous a choisi tous les trois ce soir comme intervenants, c'est parce qu'on considère que vous avez des choses à dire sur des thèmes qu'on a sélectionnés, en accord avec vous, évidemment. On ne vous lance pas dans un débat où vous pourriez vous sentir piégé. Et le premier sujet qu'on aimerait traiter, c'est la question du logement. Alors, le confinement, on ne le vit évidemment pas de la même manière quand on a une maison à la campagne avec un jardin ou quand on a un petit appartement en centre-ville ou encore quand on vit dans un logement social, parfois dans des conditions difficiles. Et je voulais savoir si l'un d'entre vous avait envie de réagir, de partager une réflexion ou nous raconter des faits qui se passent actuellement en lien avec cette question du logement au contexte de confinement. Ben, moi, je peux me lancer. Donc, Oui. Donc nous, on travaille vraiment dans un quartier de logements sociaux de plusieurs, c'est pas des blocs, mais c'est vraiment un quartier avec des villos
et des cours intérieurs. Et on a comme ça notre école de devoirs qui est située au rez-de-chaussée d'un des îlots, rue Montserrat. Donc, pour avoir accès à la plaine, et donc il y a une grande plaine intérieure, donc l'îlot à l'intérieur, c'est une grande porte de garage qui est fermée, vu le confinement. L'espace est clôturé, fermé, mais nous, on y a accès par notre local. Et comme on a un potager depuis 2 ans, moi et un de mes collègues, on y va régulièrement pour un peu entretenir le truc, quoi. Et c'est vraiment fou de voir comment tous les enfants autour de l'îlot nous regardent. Et voilà, on discute avec eux et on se dit dommage qu'il y a cet espace, mais ils peuvent pas. Voilà, c'est fermé et on a bien eu des consignes comme quoi on ne peut pas ouvrir. Même si à un moment donné, on a voulu proposer de gérer famille par famille pendant 1 heure, et puis on passerait nettoyer les engins et tout ça, mais ça avait l'air trop compliqué. Et donc voilà, ça me fait mal un peu. L'idée de dire, c'est vraiment des petits appartements. Je suis assez étonné aussi par rapport aux parents qui sont super. Les parents ont vraiment peur, hein, et les enfants ne sortent pas. Quand ils sortent vraiment avec un masque, des gants. Voilà ce que nous, ici, dans les Marolles, on vit pour l'instant, quoi. En gros. Et quand tu dis que vous avez fait des propositions pour pouvoir vous-même organiser, enfin, en tout cas, garantir toutes les consignes de sécurité pour que continuer l'activité autour de ce jardin puisse avoir lieu sans mettre en danger personne, c'était une proposition qui a été refusée en bloc et non En interne, non, j'ai fait la proposition à mon CA qui déjà lui-même Oui. n'a pas voulu trop, et du coup, voilà. Et puis en interne, c'était pas. Les gens aussi, certains dans l'équipe ont vraiment aussi peur, puis d'autres moins peur. Du coup, voilà, on en a parlé 2 fois. J'avais un peu réfléchi à la manière de pouvoir mettre la chose en place. J'ai fait une note, je l'ai adressée à mon CA, et puis c'était plutôt non, quoi. Il ne voulait pas prendre le risque. Ok. Ça n'a pas été plus loin. Et toujours par rapport à cette question du logement, est-ce que les uns et les autres, vous avez le sentiment que ce contexte de confinement, bah, évidemment, fait émerger de manière encore plus criante les conditions de logement des personnes qui ont souvent les moins de moyens financiers? Est-ce que vous avez le sentiment que ça pourrait, au moment du déconfinement, déboucher sur une mobilisation, sur quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose en termes de souhait de transformation qui pourrait sortir de cette situation? Je veux bien intervenir aussi. Oui. Donc, moi, je travaille sur Scarbeck, dans un service d'action en milieu ouvert. Donc, on dépend de l'aide à la jeunesse. Et sur Scarbeck, on a les 2 profils de jeunes. On a des jeunes qui sont restés chez eux et puis d'autres qui sont sortis, qui ne pouvaient pas rester chez eux parce que le logement était exigu et des fois des tensions familiales qui font que c'est très compliqué de rester enfermé à 7 ou 8 personnes dans 2 ou 3 pièces sur toute une journée. Et donc, on a quand même parmi ces jeunes, par exemple, pas mal de jeunes qui ont eu des sanctions administratives communales, C'est ça. dont notamment en discutant ce matin en réunion d'équipe, en faisant le point sur les situations, on a des jeunes qui sont avec 11 PV et donc 11 fois plus de 300 € à payer, plus des convocations devant les tribunaux pour non-respect des règles de confinement. Donc, des fois, c'est très compliqué. Et à côté de ça, on a des jeunes qui restent cloîtrés chez eux par peur à la fois des sanctions, mais par peur aussi des conséquences que peuvent avoir le virus sur leur santé et la santé de leurs proches. Et donc ça, voilà, ces 2 profils. Et puis, on a aussi vu émerger beaucoup de solidarité entre les personnes. Donc, par exemple, sur Scarbeck, via l'administration communale, entre autres, une plateforme a été mise en place pour essayer de venir en aide aux gens. Et c'est vrai cette crise, on va dire ça comme ça, a fait ressortir pas mal de choses et notamment fait ressortir toute la précarité qui peut exister et pas que financière. Des gens qui sont en difficulté, notamment par rapport à la fracture numérique, par rapport à l'école, par rapport à toute une série de problèmes. Et donc voilà, on voit vraiment en fait qu'il y a eu une remontée de toutes les situations de précarité et ça nécessitera un travail qui sera encore beaucoup plus important à l'avenir. Et je pense notamment à toutes les personnes en séjour illégal qui du jour au lendemain se sont trouvées pour la grande majorité sans aucun moyen de subsistance. Et c'est vrai que quand on voit que dans certains autres pays d'Europe, on a régularisé en masse toutes ces personnes-là et qu'ici en Belgique, on a fait le choix de les ignorer, de les laisser pour compte, les laisser sur le côté, ne pas parler d'eux.
mais des fois, c'est déstabilisant. Mais c'est vrai que ce que je retiens aussi, ce que j'aimerais vraiment mettre, c'est aussi avoir une vision un peu positive des choses et de me dire que ça a permis à beaucoup de jeunes de montrer une belle image d'eux, parce qu'on l'a vu surtout Bruxelles, du côté d'Ansens, du côté de Molenbeek, du côté de Schaerbeek, Saint-Gilles, Forêt. Il y a toute une série de jeunes, et c'est parti des jeunes, c'est pas parti des adultes, qui ont voulu récolter de la nourriture pour en faire don aux familles qui étaient dans le besoin. Mais à ce propos, on devait avoir dans ce débat aujourd'hui 2 jeunes d'une association qui s'appelle Jeunes Ambition Marolles et qui viennent de créer une ASBL et qui, en cette période de confinement, effectivement, se mobilisent pour récolter des vivres et les distribuer. Malheureusement, ils ont un petit souci technique et ils parviennent pas à se connecter, mais bon, on les salue. Je pense qu'ils nous suivent dans le débat en live sur Facebook et surtout, il faut qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer un petit témoignage, un commentaire, une question s'ils le souhaitent. Ce que je retiens déjà, avant peut-être de laisser la parole à Fatima, de ce que vous dites tous les deux, c'est qu'on peut peut-être avoir le sentiment qu'il n'y a pas énormément de prise en compte des conditions de logement des personnes dans le contrôle du respect des mesures de confinement. Ce que tu disais qu'à l'aide par rapport à la difficulté de ces jeunes qui sont contrôlés des dizaines de fois et de manière complètement stérile en plus, parce que c'est tout simplement intenable de rester 24 heures sur 24 pendant, on est maintenant à la, je sais pas, 6e ou 7e semaine de confinement. C'est totalement inhumain, avec toutes les conséquences économiques que ça va avoir à long terme, parce que ces amendes-là, elles sont dues, j'imagine, et il va falloir à un moment donné, voilà, ça va. Comment? On peut les contester. Hein. On peut les contester avec plus ou moins de succès, et puis mais on en viendra aussi aux pistes qui s'ouvrent pour les personnes qui voudraient signaler à un moment donné des abus. Fatima, est-ce que tu nous entends? Oui, oui, très bien. Voilà, excusez-moi, mais moi je ne vois personne. Je ne sais pas ce qui se passe, mais de mon côté, Moi, je te vois en tout cas. Mais j'aurais bien voulu te voir, voilà. Fatima, est-ce que toi, tu pourrais nous témoigner ou nous partager quelque chose sur cette question du logement et confinement? Les images qu'on voit en Belgique de la manière dont se passent certains contrôles dans certains quartiers en France font vraiment froid dans le dos. Et donc, est-ce que toi, tu aurais quelque chose à dire par rapport à ça, quelque chose à soulever? Oui. Déjà, saluer mes 2 collègues belges. Je trouve très intéressant ce que vous disiez parce que finalement, je retrouve beaucoup de ce que vous dites ici, là où je vis, donc en Seine-Saint-Denis, dans le 93, à Bagnolet. On en parle beaucoup dans les médias du 93. On parle notamment des inégalités, effectivement, qu'on peut vivre sur cette période de confinement, des inégalités notamment liées à la densité de population et au logement. Et en réalité, ces inégalités-là, elles n'ont pas attendu le virus ni le confinement pour exister. Évidemment, quand déjà des inégalités très massives, structurelles, bien avant, enfin, qui existent depuis des décennies maintenant dans les quartiers populaires en France et en particulier dans le 93. Enfin, je veux dire, moi j'habite à Bagnolet dans une ville très gentrifiée. Il y a évidemment une répartition de l'espace et une jouissance de cet espace qui est très fortement inégalitaire. C'est des territoires qui sont très ségrégés socialement et notamment racialement. Enfin voilà, il y a une vraie ségrégation territoriale. Donc évidemment, on a, comme ce qui a déjà été dit, des familles qui vivent à 8, 9, 10 sur un F2 avec 2-3 pièces. Et puis, parce qu'il faut toujours comparer aussi, l'inégalité, c'est des 2 côtés. Et puis, on a des personnes qui ont comme ça de grands lofts, de grandes maisons, etc., avec jardin, et qui, dès le début du confinement, même la veille, lorsque le confinement a été annoncé la veille du confinement, en réalité, ont quitté la région parisienne pour aller rejoindre leur résidence secondaire. Donc déjà, moi, je pense qu'il y a déjà un travail au niveau du terme qu'on utilise, le terme de confinement. Évidemment, ce n'est pas la même chose lorsqu'on est confiné dans un F2 avec ses enfants, etc. Alors qu'on n'a même pas de balcon. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas un peu de soleil. Voilà, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on est comme ça dans sa résidence secondaire face à la plage, à la forêt, qu'on peut sortir, etc. Je dis ça parce que vraiment, en France, en tout cas, le confinement a été géré du point de vue de la classe moyenne supérieure, clairement. C'est-à-dire qu'on a évalué les aspects positifs, les avantages et les inconvénients du confinement du point de vue de cette classe moyenne supérieure, pas du tout du point de vue de la classe populaire, parce qu'effectivement, comme ça aussi, ça a été dit. Je ne sais pas si tu m'entends, Barbara. Oui, je t'entends très bien, Fatima.
les inconvénients du confinement du point de vue de cette classe moyenne supérieure qui n'ont été pas difficiles du point de vue de la... Ah, moi, je m'entends avec un décalage. Avec un décalage, oui. Oui, oui, effectivement. Là, maintenant, il y a un petit écho. D'accord, bon, alors j'y vais quand même. Oui, non, ce que je disais, c'est que donc le confinement a été traité vraiment de manière très inégalitaire, sans prendre en considération cette question des densités de population, ce qui a déjà été évoqué aussi, le fait que les personnes avaient du mal à rester comme ça, entassées les uns sur les autres toute la journée, avec des questions aussi d'intimité, en fait, de respect d'intimité au sein des familles, des questions aussi d'addiction, parce qu'il se trouve que dans les classes populaires, en fait, on a de plus fortes addictions que dans d'autres catégories de population, notamment voilà, les addictions qui sont liées aux différentes drogues qui peuvent exister et qui peuvent donc conduire à du sevrage forcé et donc là, produire éventuellement des violences intrafamiliales. Enfin voilà, tout ça n'a pas vraiment été pris en considération. Au contraire, en France en tout cas, ces situations inégalitaires ont été traitées avec le maximum de répression possible. Et on le sait aujourd'hui, dans le 93, par exemple, on a eu 2 fois plus de contraventions qu'ailleurs, comparé à la moyenne nationale. C'est-à-dire que pour gérer en fait ces inégalités, on a envoyé la police, quoi. Et alors non seulement c'était des contraventions, donc c'est 135 € en France, je ne sais pas comment c'est en Belgique, 135 € pour des familles déjà qui ont très très peu, mais en plus c'était accompagné de violences judiciaires parce que, mais je pense qu'on va en parler, on a eu affaire dans les quartiers populaires à une police, à des cow-boys en fait. Bon, de toute façon, des cow-boys, la police en France, dans les quartiers populaires, on a affaire à la BAC, etc. C'est de toute façon des cow-boys, mais là en plus des cow-boys qui sont énervés d'être là parce que voilà, ils sont, voilà, c'est normal, le confinement, etc. Et eux, ils travaillent en fait. Donc déjà, il y a l'énervement de ces cow-boys en question. Et puis il y a évidemment le rapport que l'on peut avoir aux jeunes hommes noirs et arabes des quartiers populaires en période de confinement, c'est-à-dire qu'il y avait peu de monde dans la rue. Donc voilà, je pense qu'il y a eu un laisser-faire encore plus important en fait vis-à-vis de la police et on a très peu pu s'organiser en fait parce que quand il y a des violences policières on peut s'organiser dans les quartiers, etc. Là on pouvait pas faire grand-chose à part filmer. Il y a eu pas mal de vidéos en fait et heureusement on a pu, c'était pas non plus complètement à l'abri des regards, mais on voit à quel point il y a un défoulement en fait de la police. Aussi parce que ces gens-là, donc ces jeunes hommes noirs et arabes, ils pâtissent en fait d'une représentation autour des classes dangereuses et ils sont hygiénistes, ils sont sales en fait. Voilà, c'est des populations. C'est-à-dire qu'on avait des images comme ça à Montmartre, ailleurs à Paris, où on voit des classes moyennes supérieures blanches, des bobos, comme on le dit vite, en fait, sortir parce qu'à un moment donné, on n'en peut plus et on sort avec ses enfants, etc. Ça ne pose pas de problème. Et là, au contraire, on va parler du fait que le confinement est difficile. Voilà, c'est difficile. Voilà. Et alors que les mêmes images où on voit effectivement très peu, parce que moi, je suis d'accord avec Khaled, je crois, qui disait voilà, c'est très difficile en fait de tenir. Ah non, je pense que c'est le collègue. Bilal. Voilà, Bilal, pardon, qui disait en fait finalement le confinement il a été très respecté et notamment je suis d'accord pour les familles qui ont des enfants en bas âge où vraiment moi j'ai encore des amis aujourd'hui qui ne sont pas sorties depuis le début avec leurs enfants, pas du tout. Elles ont peur de sortir, même un petit peu pour faire une promenade. Il faut vraiment que je leur dise, mais si, essaye de sortir. Vraiment, il y a une angoisse par rapport à l'extérieur qui est très importante. Et malgré ça, voilà, il y a un rapport aux quelques personnes qui sortent, parce qu'elles vraiment elles n'en peuvent plus souvent, ou elles ne peuvent pas faire autrement que de sortir. Il y a un rapport voilà, complètement exacerbé. C'est-à-dire que c'est un rapport qui existe déjà, mais là, pour le coup, c'était vraiment exacerbé. Merci à tous les trois. Mais moi, ce que je retiens déjà de cette première partie de notre débat, c'est qu'effectivement, cette crise sanitaire, elle ne génère pas des inégalités, mais elle fait apparaître des inégalités qui malheureusement existent et sont déjà présentes depuis longtemps dans la société. Et puis, comme le disait Fatima, il n'y a pas du tout eu de prise en compte, et en Belgique, c'est pareil, des conditions d'existence des classes les plus populaires. Et parallèlement, maintenant qu'on est dans un processus de déconfinement, tout le secteur socioculturel est très très peu évoqué dans ces différentes étapes et les acteurs de terrain, les acteurs sociaux de terrain sont les premiers à être venus quelque part pallier à ce que l'État n'a pas mis en place pour protéger finalement les plus exposés et les plus fragiles d'entre nous. Donc là, je trouve qu'il y a déjà quand même des éléments assez tristement parlants qui apparaissent. Alors de la question du logement, j'aimerais bien maintenant qu'on se penche sur une autre question qui a été vraiment la source de véritables drames sociaux au départ de ce confinement, c'est la question des revenus. Et là, je pense
Je pense que c'est Khaled tout à l'heure qui a évoqué la situation des personnes sans papier qui vivent en Belgique, et il y en a en France aussi, et qui peuvent vivre, ou en tout cas survivre, grâce à des petits boulots. Mais il y a aussi toutes les personnes qui bouclent leur fin de mois ou qui vivent tout le mois grâce à des petits boulots, l'économie parallèle, etc., etc. Et ça a des conséquences vraiment catastrophiques. On voit sur les réseaux sociaux des files immenses de gens qui attendent pour avoir des colis alimentaires. Et le média dont je parlais tout à l'heure, le Bondi Blog, a publié un article il y a quelques semaines sur, justement, je pense que c'était dans le 93, Fatima, tu me corrigeras si je me trompe, un maire qui disait qu'il craint vraiment une crise de famine, quoi, pour des familles qui n'ont tout simplement plus les moyens de nourrir leurs enfants. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite intervenir sur la question des ressources matérielles? Ouais, je veux bien. En fait, par rapport à la question financière, c'est hyper délicat parce que c'est vrai que en tant que travailleur social, quand on voit l'investissement qui a été mis en place par l'État pour acheter, par exemple, des avions de guerre, et puis qu'on voit, par exemple, ce qui est mis en place pour les hôpitaux, on se dit, mais en fait, c'est les gens qui sont les plus essentiels, entre guillemets, pour cette société, à savoir tout ce qui est services de santé, c'est les caissiers chez qui on va acheter notre nourriture. Tout cela sont les moins bien payés par rapport à d'autres profils de métiers, et sans faire de concurrence, hein, et sans vouloir jouer aussi un peu l'idiot. Mais on se rend compte qu'il y a un souci par rapport à toute une catégorie de la population qui est bien mal payée par rapport à ce qu'elle représente en réalité. Je pense aussi aux profs, hein. Honnêtement, quand on voit là maintenant avec cette crise, le fait que les gamins ne vont plus à l'école, quand on voit ils sont tous perdus, pas mal sont perdus, et à la limite encore plus de décrochage. Il y avait déjà un peu de décrochage, il y avait déjà du décrochage, là ils sont vraiment à la limite du décrochage total pour certains, et donc on se dit, mais voilà, toutes ces professions-là mériteraient une meilleure reconnaissance que ce qu'elle leur est accordée aujourd'hui. Après, il y a tous les autres métiers, les ouvriers, donc c'est vrai que ça va, je pense que ça va quand même susciter pas mal de questions auprès des gens dans le futur. Ben, on l'espère en tout cas. Ici, suite à la première partie de notre débat, on disait que la crise sanitaire révèle les inégalités. Ben, ici, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle révèle aussi les choix de nos gouvernants. À un moment donné, des priorités qui sont faites dans les budgets de nos États européens. Fatima ou Bilal, vous auriez envie d'ajouter quelque chose à ce sujet? C'est juste, oui, comme disait Khaled, on se rend compte vraiment des métiers qui tiennent et qui portent la société. Et les petits métiers, ce qu'on appelle de manière bizarre les petits métiers, quoi. La caissière, l'infirmière. Je pense vraiment que, bon. Les déboueurs aussi. Ça fait les déboueurs. Ils sont payés chaque soir avec des applaudissements. Et donc, il y a quelque chose, moi, personnellement, qui me trouble beaucoup, c'est qu'on nous demande et on nous encourage à manifester notre soutien à tous ces métiers, alors que le reste de l'année, franchement, qui avait envie de saluer le travail des éboueurs? Et donc, c'est un drôle de contexte pour reconnaître l'utilité fondamentale de ces métiers. Et après les applaudissements, ben, on ne peut qu'espérer qu'il y ait une vraie revalorisation de ce type de travail. Moi, je peux me permettre de dire que ben moi, j'y crois pas du tout, en fait, la valorisation du jour d'après. Déjà, pour dire que, alors je suis d'accord avec vous, c'est une question de secteur d'activité et de métier, mais c'est aussi une question de contrat, de type de contrat de travail. C'est-à-dire que, par exemple, dans le 93, qui explique pour beaucoup, donc on parle effectivement d'émeutes de la faim, possible. Oui. C'est le préfet du 93 qui parle de possibles émeutes de la faim. Ce n'est pas des gauchistes révolutionnaires qui disent ça, hein, c'est le préfet. Et en fait, je pense que ça s'explique beaucoup par le type de contrat que l'on a dans les quartiers populaires, notamment dans les classes populaires, notamment du 93. C'est souvent, c'est beaucoup de l'intérim, c'est beaucoup des CDD, c'est beaucoup en fait des emplois où à la petite semaine où on ne peut pas se permettre de ne pas aller travailler. Alors, je ne sais pas comment c'est en Belgique, vous parliez d'applaudissements, mais en France en tout cas, il y a comme ça
tout à coup presque une héroïsation en fait. Alors, des soignants, soignantes, des femmes de ménage, des hommes de ménage, des éboueurs, etc. etc. Mais en faire des héros. Moi, je le dis, dans ma famille, il y a ces catégories de métiers, de population, etc. Ce ne sont pas des héros, c'est des gens qui n'ont pas le choix pour leurs enfants. Ils n'ont pas le choix. Évidemment que s'ils pouvaient ne pas aller travailler, s'ils pouvaient télétravailler, etc., comme on dit, évidemment qu'ils n'iraient pas. Enfin, je ne vois pas pourquoi on prendrait ce risque-là pour aller livrer, je ne sais pas moi, des trucs qui ne servent à rien pour Amazon, etc. Pourquoi le faire? Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est souvent des gens qui sont intérimaires, qui ont des contrats vraiment à la petite semaine. Donc ça, il faut le dire, en fait, c'est le type de contrat. On est dans une précarité telle qu'on n'a pas le choix que d'aller travailler. D'ailleurs, le gouvernement français en profite pour ouvrir les écoles là, soi-disant le 11 mai, bon, on verra qui ira, qui n'ira pas, pour que les enfants de ces gens qui n'ont pas le choix que d'aller travailler envoient leurs enfants à l'école et ne puissent plus utiliser l'excuse des écoles fermées. Donc, on voit bien que c'est vraiment la question du choix de se protéger, de protéger ses enfants et du non-choix, en fait, de le faire. Ça, c'est la première chose. Et puis, sur pourquoi je n'y crois pas du tout à cette valorisation du jour d'après, là, c'est que c'est des inégalités qui sont tellement structurelles, qui sont tellement massives. Alors, je vois bien que là, il y a de l'émotion, il y a parfois de la compassion, de l'empathie, en fait. Alors, pour les soignants, Bon, déjà, ma sœur est infirmière et ce qu'elle me dit, elle, et c'est vraiment quelque chose que moi, je retrouve beaucoup quand je discute avec les gens, il y a quand même beaucoup de gens dans les hôpitaux ou dans comme ça, des secteurs comme ça où on est au front, il y a quand même beaucoup de gens titulaires, entre guillemets, qui ne sont pas en poste. Et ça, il faut le dire. Par exemple, il y a beaucoup de médecins, mais ça, je le dis, il y a des médecins titulaires, qui ont leur poste, etc., qui ne sont pas en poste. Et on a été rechercher des médecins qui ne travaillaient pas forcément parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de travailler, qui viennent de pays du Sud, qui viennent de pays d'Asie, d'Afrique, etc., à qui on n'accordait pas cette possibilité de travailler. Donc, on les retrouvait parfois dans du tertiaire, etc., qu'on a été recherchés à cette occasion et à qui on a permis enfin de travailler pour des salaires de misère. Donc, il y a ça aussi, quand on dit les soignants, il faut regarder qui soigne aujourd'hui dans les hôpitaux. Qui sont les infirmières, qui sont les médecins? Mais moi, je remarque qu'il y a quand même beaucoup de médecins non blancs. Enfin, je n'ai pas de statistiques évidemment là-dessus, mais à un moment donné, il va aussi falloir poser cette question-là, de qui on a été recherché pour aller au front maintenant et qui finalement n'est pas allé travailler. Et je ne jette pas du tout la pierre. Hein. Moi, pour moi, je répète souvent, la dignité, c'est de protéger ses enfants. Donc voilà, donc les gens qui ne vont pas au front, etc., moi je comprends totalement. Il faut déjà se protéger, protéger les siens, protéger ses enfants. Mais voilà, il y a quand même cette question-là. Et là où oui, je disais, j'y crois pas vraiment, c'est que voilà, il y a de l'émotion aujourd'hui, voilà, c'est facile d'applaudir à 20h, mais ensuite, voilà, comment ça va se traduire concrètement? Il ne faut pas rêver, quoi. Je veux dire, s'il n'y a pas une mobilisation, il n'y a jamais eu dans l'histoire des acquis sociaux, donc des conquis sociaux, jamais c'est tombé du ciel comme ça. Il a toujours fallu des mobilisations, des luttes. Voilà, donc moi, je ne crois pas du tout au gouvernement ou à la classe dominante, en fait, qui tout à coup va se prendre de pitié pour les pauvres femmes de ménage. Non, moi, je pense qu'au contraire, il va peut-être y avoir 2-3 prix, mais encore. Par exemple, aujourd'hui, les femmes parce que ce sont essentiellement des femmes, qui nettoient les hôpitaux n'ont pas le droit à la prime qui est prévue pour les soignants. Enfin, c'est incroyable. Alors, ce sont vraiment elles qui prennent le plus de risques, quoi. Et donc voilà. Donc non, il ne faut pas rêver. Ce qu'il faut, c'est du dur, c'est-à-dire voilà, des contrats. Moi, je pense qu'il faut revenir à cette question du contrat qui protège, en fait, le contrat de travail qui protège, ça c'est une vraie question. Et puis, il faut des mobilisations. Et donc, voilà, là, on est un petit peu entre parenthèses parce que c'est difficile de faire de la politique aujourd'hui. Donc, merci d'organiser ce type d'échange, etc., parce qu'on n'a pas le choix que d'essayer d'inventer des petites choses pour discuter, pour échanger, etc. Mais c'est quand même très, très dur. Moi, je pense qu'il y a un sentiment d'impuissance politique aujourd'hui qui est très lourd, même psychiquement. Enfin, moi, je sais que ça m'atteint de plus en plus, là. Mais voilà, mais il va falloir s'y remettre, il va falloir essayer de penser à des choses et essayer de se battre pour faire que cette situation d'inégalité ne reste pas aussi exacerbée. Voilà, et qu'on essaie quand même de reprendre nos luttes, et nos luttes notamment pour l'égalité. Mais est-ce que, donc pour rebondir sur ce que vient de dire Fatima, est-ce que l'un et l'autre, ou les uns et les autres, en fait tous les trois, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un terreau propice à une vraie mobilisation quand ce confinement sera enfin terminé, ou est-ce que vous avez le sentiment que cette ambivalence qu'on a tous et qu'on craint un peu qu'il y ait un retour à la situation antérieure? Personnellement, je vois chez nous ici dans le quartier, c'est vraiment les jeunes qui ont porté ce mouvement que nous on a mis en place d'interpellation par rapport aux violences policières.
Les parents, je pense qu'ils sont assez fatalistes. Hein. Ils se disent, voilà, quand ils vont devoir retourner travailler, ils iront travailler sans vraiment se poser de questions, sans vraiment penser à une alternative ou à un différent demain, quoi. Les jeunes, peut-être, je me dis, bon, mais eux aussi, ils sont focalisés sur ce qui les touche eux aujourd'hui, c'est les violences policières. Même si professionnellement, au niveau des études et au niveau boulot, voilà, il y en a pas mal qui travaillent. Certains sont en chômage économique, d'autres travaillent vraiment, d'autres travaillent à domicile. Voilà, donc je sais pas vraiment. Ici, au niveau local, s'il y a du mouvement, ce sera, je pense, au niveau des jeunes, quoi. D'accord, ben, on est sur la Ouais, mobilisation et il y a un premier commentaire qui m'arrive d'une personne qui nous suit via Facebook et qui signale que les sans-papiers sont les plus touchés par par le Covid et qu'il y a un mouvement initié par Migrants Libres et qui propose de soutenir la campagne pour la régularisation des sans-papiers et qui invite le plus grand nombre de personnes possible de poster une photo sur Facebook, une photo, une petite vidéo à envoyer donc à cette page Migrants Libres avec le hashtag La Belgique aussi peut régulariser les sans-papiers. Aussi, pourquoi en référence à ce que fait l'Espagne et le Portugal, ce qu'on peut nuancer d'ailleurs parce que ce sont des régularisations limitées dans le temps. Voilà. Khaled, je pense que tu voulais oui, intervenir. je Oui, voulais intervenir par rapport à la question. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, hein, Fatima, mais je pense que c'est vraiment un combat à long terme. C'est un combat qui ne doit pas être lâché. Je pense que c'est le moment de lutter. Les politiques l'ont même reconnu, en Belgique en tout cas, ont reconnu l'importance de tous ces métiers-là. Je pense notamment à Paul Magnette, qui l'a clairement dit, en disant mais il y aura nécessairement un après, et donc il faudra travailler là-dessus. Mais il faut évidemment que ce soit la pression du peuple qui ne lâche pas l'affaire et qui reste toujours, même si c'est difficile, c'est du long terme, on sait très bien. Et puis, je suis d'accord avec toi sur la question de la précarité des contrats et surtout ne pas jouer le jeu de certains politiques ou de certains pouvoirs qui visent à diviser plutôt qu'à rassembler. Moi, j'ai assisté à une discussion dans un magasin, dans un supermarché, avec des caissières qui voulaient pas reprendre le travail. Ben, c'était très compliqué. Ils ont peut-être obtenu des petits avantages, mais ils ont obtenu des avantages que pour eux dans leur structure. Il n'y a pas eu d'accord au niveau, on va dire, national ou même régional sur les conditions de travail des caissiers et des caissières. Il y a eu des petits accords, on leur a accordé des chèques et des choses qui en réalité ne sont, c'est des cacahuètes par rapport à la réalité qu'on vit. Mais donc je pense que c'est un combat à long terme. Et en tant que travailleur social, j'espère en tout cas, j'espère sincèrement que ça sera peut-être un renouveau et que ça permettra à plus de gens de prendre conscience en fait des difficultés qu'on rencontre au quotidien. Ce qu'on peut effectivement, donc pour poursuivre dans ce que disait Khaled, ce qu'on peut espérer, c'est que tout ce qui apparaît, toute cette visibilisation actuelle permette une prise de conscience pour un nombre plus grand de personnes et voilà, qu'il y ait une vraie mobilisation populaire, transnationale. Hein, Fatima, on peut toujours, voilà, restons un minimum quand même optimiste, je ne sais pas, peut-être rêveur, j'en sais rien. Je voudrais maintenant en venir à une autre question de notre débat, c'est la question de la scolarité. Alors la question de la scolarité, je trouvais très importante de la traiter à plusieurs niveaux. Mais il y a d'une part tout ce que les écoles mettent en place à destination des enfants ou des adolescents pour maintenir le lien, les cours en ligne, les pads, les petits devoirs, etc., etc., sans prise en compte effectivement de la fracture numérique. Et même s'il y a eu des consignes très claires disant qu'il ne faut pas d'apprentissage supplémentaire, mais renforcer les acquis, ben, on peut quand même se poser des questions pour savoir à qui ce sera accessible. Et un autre volet qui me paraissait important aussi, c'est la question des jeunes adolescents ou grands enfants qui sont sur le fil au niveau de l'école. Et là, je me dis peut-être que Khaled, en tant que responsable d'un service d'action en milieu ouvert, la question du décrochage scolaire et de l'accélération de ce décrochage, est-ce que ce contexte de confinement peut malheureusement jouer un effet d'accélérateur? Et comment est-ce que ces jeunes qui sont déjà généralement pas très soutenus par notre système scolaire risquent d'être complètement lâchés? Ouais.
Mais de nouveau, il n'y a pas un profil unique de jeunes. On sait déjà par toute une série d'études, notamment les études PISA, que le système scolaire belge est très inégalitaire. On le savait déjà avant. Et le confinement et le fait que les écoles aient fermé a accentué tout ça. Il y avait toute une série de jeunes qui étaient à la limite du décrochage. J'ose même pas imaginer dans quelles circonstances, dans quel état ils sont maintenant par rapport à leur scolarité. Parce qu'il faut être honnête, il y a toute une série de jeunes qui étaient bien contents que les écoles ferment, ça les soulageait, ils ne devaient pas y aller alors qu'ils étaient déjà en difficulté. Après, il y a d'autres jeunes qui voulaient rester à l'école, qui essayent de se tenir à l'apprentissage. Le souci, ça a été, comme tu as dit, cette fracture numérique. On est dans un quartier, en tout cas sur Schaerbeek, où la population est majoritairement jeune. C'est un quartier aussi où il y a pas mal de précarité. Et donc, la fracture numérique, elle se fait ressentir. Tout le monde n'a pas un PC par enfant. Tout le monde n'a pas une connexion Internet à la maison. Et donc, on s'est retrouvé avec des jeunes qui, par exemple, devaient faire leurs travaux, parce que les jeunes reçoivent des travaux, certains jeunes reçoivent des travaux, devaient faire leurs travaux sur leur GSM. Donc, dans des conditions qui étaient assez compliquées. Et donc, nous, par exemple, ce qu'on a essayé de mettre en place, grâce au soutien de la Fondation Abaudouin. Khaled, tu as coupé ton micro. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Oui, ça y est, ouais. Que les jeunes nous transmettent les documents qu'ils reçoivent de l'école, qu'on puisse les imprimer et aller leur déposer à leur domicile. Aussi qui sortent. Et dans les différentes actions qui sont menées par la maison de jeunes que gère Bilal, il y a notamment, je pense, une école de devoirs. Alors, est-ce qu'elle peut fonctionner actuellement? Officiellement, non, elle ne fonctionne pas. Donc, on a eu les consignes de la ministre, c'était vraiment de fermer toutes les activités, les stages jusqu'au 17. Mais nous, on a fermé l'école de devoirs, mais on fonctionnait à la demande. Donc, les jeunes venaient, appelaient, prenaient rendez-vous. Ils venaient, comme pour Cheikh Khaled, on imprimait des documents, mais certains avaient besoin d'espace pour travailler. Et comme on a quand même quelques grandes salles, on mettait maximum, donc on a une grande salle d'une 20aine de mètres carrés, donc on mettait maximum 5 jeunes. On a déplacé des ordinateurs. On a fait en sorte de pouvoir accueillir des jeunes qui ont besoin de travailler, surtout c'est des étudiants du supérieur. Les plus jeunes venaient pour surtout imprimer des documents. Et alors, on a 2-3 cas d'enfants vraiment en gros décrochage qui ont besoin d'un accompagnement. Et du coup, là, on les faisait venir en journée pendant 2-3 heures, puis l'après-midi pendant 2 heures. Et il y avait un animateur qui travaillait avec eux, quoi. Là, c'est un travail individuel, vraiment. Donc voilà, on n'ouvrait pas en mode école de devoir, mais la manière, c'est important, la manière dont on présente les choses, c'est qu'on répond à un besoin. Ben oui, et encore une fois, dans vos témoignages à tous les deux, après, je laisserai peut-être Fatima réagir là-dessus, puisque les racines du mouvement dont tu es porte-parole luttent bien contre les inégalités scolaires. Mais ce qu'on voit, c'est que de nouveau, c'est l'associatif, c'est la solidarité, la mobilisation citoyenne qui vient finalement pallier à des carences qui n'ont pas du tout été prises en compte par l'État dans les mesures qui nous sont imposées à tous. Fatima, est-ce que tu peux nous dire quelques mots du front de mer? Alors déjà, je voulais quand même dire que je suis aussi, je pense aussi optimiste que toi, aussi optimiste que vous trois. En fait, je ne suis pas du tout dans un fatalisme et encore moins dans une résignation. Non, moi, j'insiste là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne fallait pas attendre à 20h02, parce que alors, Macron ne parle qu'à 20h02 parce que soi-disant, il laisse 2 minutes, l'hypocrisie, il laisse 2 minutes le temps d'applaudir, en fait. Mais c'est pas je veux dire aux gens, il ne faut pas attendre 20h02 que le Messie comme ça ait de l'empathie pour nous, pour nos situations, etc. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera jamais, en fait. Et alors, la manière dont on parle aujourd'hui des gens qui vont au front, alors encore une fois, les caissières, les livreurs, etc., moi, ça me fait vraiment penser à la manière dont on parlait des tirailleurs sénégalais, en fait, en disant... Vous voyez, ils sont au front pour nous libérer, nous. Et en fait, en réalité, concrètement, il n'y a pas eu de reconnaissance derrière. De la même manière, nos parents ouvriers, il y a ce discours-là autour de, vous voyez, ces gens-là, ils ont reconstruit la France, etc., etc. Et en réalité, voilà, il n'y a pas eu non plus de reconnaissance. Le peu de reconnaissance, par exemple, en France, qu'il y a pu y avoir par rapport au travail de ces ouvriers immigrés africains, en fait, en réalité, c'est des luttes qui ont été menées. Par exemple, la lutte des Chibani, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui.
voilà, qui sont battus pendant des décennies pour obtenir leurs droits contre l'État, contre la SNCF. Bon, personne n'a eu de compassion pour eux, voyez. Donc, moi, c'est cette douille-là, en fait, que je remets en question, c'est le fait que ça va venir d'en haut, etc. Et au contraire, non, moi, je suis très optimiste parce que je vois bien qu'il y a beaucoup de solidarité. Ensuite, je parlais des solidarités des parents, notamment par rapport à l'école, mais il y a beaucoup de solidarité qui existe, mais qui a toujours existé dans les quartiers populaires en réalité. Il y a une solidarité plus importante dans les quartiers populaires qu'ailleurs. Et heureusement, parce que sinon, on crèverait tous. Et il y a une solidarité qui est incroyable. Enfin, moi, je sais que c'est vraiment ça aussi qui fait tenir, parce qu'on voit que les gens se bougent, voilà, se cèdent les uns les autres, etc., les unes les autres. Donc, la seule chose, en fait, moi, que je remarque, c'est que cette solidarité n'est pas politique au sens noble. C'est-à-dire que c'est une solidarité très apolitique, autour des maraudes, etc. Et que, en fait, on laisse, en fait, le politique un peu à plus tard et on le laisse… Bon, c'est là où il faut, je pense, politiser ces réseaux de solidarité. Alors, sur l'école, donc moi, effectivement, je suis membre d'une organisation syndicale de parents des quartiers populaires qui s'appelle Front de Mer. Alors, nous, on a une position un peu… pas mitigée, mais subtile, disons, parce qu'on a toujours considéré que l'éducation de nos enfants ne se faisait pas qu'à l'école. Parfois, l'école pouvait être facteur, vecteur de stigmatisation, de discrimination, d'inégalité, etc. C'est-à-dire, l'école, ce n'est pas le paradis, en fait, grosso modo. C'est-à-dire que là, le fait, au début, quand on a des enfants petits, enfin, moi, j'ai remarqué que c'était vraiment les enfants maternels primaires par rapport aux enfants et adolescents, en réalité, collège, lycée. Pour les petits, maternels primaires, moi, ce que je remarque, et ça, je l'ai vu, c'est d'expérience, c'est pas quelque chose que je dis théoriquement, c'est vraiment d'expérience, c'est que beaucoup de parents, et notamment de mères, de mamans, me disent, mais en fait, le fait qu'il y ait eu confinement au début, ça nous a fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien aux enfants. Alors, il y a des mères qui se sont plaintes quand même, parce que c'est compliqué d'avoir ces enfants à longueur de journée dans des appartements exigus, comme on a dit tout à l'heure, etc. Mais en tout cas, pour les enfants, en fait, ça leur a fait du bien d'être avec leurs parents. Enfin, on peut trouver ça extraordinaire, mais voilà, ils avaient leurs parents à la maison quand les parents ne travaillent pas ou alors travaillent moins. Et en fait, voilà, ils ont pu passer du temps avec leurs parents. Moi, ce que j'ai pu voir autour de moi, c'est que c'est des parents qui ont fait avec leurs enfants un travail d'éducation et de transmission qu'ils n'auraient pas fait s'il n'y avait pas eu confinement. C'est-à-dire qu'on en a profité pour faire autre chose, en fait. Et par exemple, voilà, c'est des parents qui ont raconté un petit peu leur histoire familiale, qui ont davantage parlé de leur langue, la langue de l'immigration, qui ont fait des jeux qu'ils n'auraient pas fait sinon. Ouais. Donc, il y a eu, en fait, au début, alors c'était un petit peu de l'effroi, c'est vrai, on ne s'attendait pas à cette histoire de confinement, puis au fur et à mesure, moi, j'ai vu qu'en fait, il y avait des choses qui étaient bricolées, qui s'inventaient comme ça dans la relation. Voilà. Et ça, moi, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que maintenant que la torpeur est passée, ça fait plusieurs semaines, maintenant, ça va faire pratiquement 2 mois. Maintenant que ce temps est passé, moi, je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour les, encore une fois, maternelles primaires. Après, j'y reviendrai, après, c'est plus compliqué. Mais pour les maternelles primaires, moi, je pense qu'il y a tout un travail en tant que parent où on peut se dire, mais qu'est-ce que nous, on a à faire en termes d'éducation et de transmission vis-à-vis de nos enfants? Voilà, là, il n'y a pas d'école. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Qu'est-ce qu'on peut réinventer? Parce que l'école, c'est aussi, pour beaucoup de nos enfants, source de stigmatisation, encore une fois, de harcèlement. Il y a des enfants, ça a été pour eux des vacances de ne pas aller à l'école. Mais je vous assure, parce que voilà, il y a des enfants qui sont maltraités, entre guillemets, à l'école, qui subissent des violences à l'école, une forte stigmatisation et qui vivent mal, en fait, le fait d'être à l'école toute la journée, etc. Donc, ça a pu leur vacances. Donc, en tant que parent, je trouve qu'il y a quelque chose qui a été fait. Enfin, au sein du Front de Mer, nous, en tant que parents, c'est ce qu'on a fait. Donc, il y a plein de choses auxquelles on a réfléchi. Par exemple, pour cette histoire de déconfinement, déconfinement, là, le gouvernement français a annoncé une réouverture des écoles le 11 mai. Bon, bric-à-brac, Libération a titré la zizanie parce que vraiment, c'est n'importe quoi. Alors, on sait en plus, le gouvernement le dit presque explicitement que cette reprise le 11 mai, c'est pas sur des enjeux de santé publique, c'est largement sur des enjeux de reprise de la croissance économique et c'est pour permettre aux gens qui travaillent de mettre leurs enfants. C'est de la garderie, en fait. C'est l'éducation nationale qui devient de la garderie, clairement. Et ça, le gouvernement nous le dit presque explicitement, quoi. Il y a une forte rupture d'égalité qui est complètement assumée, qui est insupportable, enfin, que je trouve, moi, vraiment scandaleuse en réalité. Mais en tout cas, voilà, il y a cette annonce-là qui est faite le 11 mai. Alors, moi, ma position, elle est très mitigée par rapport à ça, parce que ce que je dis, c'est que, alors, soit, c'est vrai, le gouvernement comment dire, rouvre les écoles partiellement le 11 mai pour de mauvaises raisons. Mais ce n'est pas parce que ce sont de mauvaises raisons qu'il ne faut pas nous interroger, nous, sur le déconfinement de nos enfants. Et à un moment donné, il va bien falloir sortir,
Il va bien falloir que nos enfants sortent, il va bien falloir que nos enfants cessent de n'être confrontés qu'à nos têtes, en fait, d'adultes, etc., et qu'ils puissent revoir leurs camarades de classe. Enfin, moi, je sais que mes enfants, à un moment donné, n'en pouvaient plus de nous voir. Mon mari et moi, quoi, ils voulaient voir leurs camarades de classe, des enfants jeunes avec qui… Bon, voilà, donc il y a bien un moment donné, si ce n'est pas le 11 mai, de toute façon, alors fin mai, juin, septembre, on verra, mais de toute façon, il va falloir y réfléchir. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose à faire, et c'est ce qu'on est en train de faire au sein du Front de mer, se dire, par exemple, pourquoi avec les enseignants. Moi, pour la première fois de ma vie, j'ai eu longtemps au téléphone les maîtresses de mes enfants et avec qui j'ai pu discuter, avec qui j'ai même pu parler politique, alors ce qui se fait jamais, l'éducation nationale contrôle le rapport parent-enfant. Là, tout à coup, on a pu discuter et envisager des choses. Par exemple, se dire, bah voilà, ça peut être des petits groupes. Alors, moi, je suis pour qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité, mais tous les enfants rentrent en même temps, donc si ce n'est pas en mai, bah, en juin ou en septembre, et que, par exemple, ce soit par petits groupes, par ordre alphabétique, par exemple, de 5-6, à l'extérieur. C'est expérimenté en Allemagne, les enfants ont cours à l'extérieur, voilà, il fait beau en ce moment, etc. Pourquoi pas faire cours à l'extérieur? Et puis voilà, et puis ça peut être ne serait-ce que 2 heures par semaine déjà, pour que l'enfant voilà, se réhabitue. Bon, voilà, donc, et ça, c'est à réfléchir avec les parents. Il n'y a pas de raison, encore une fois, d'attendre 20h02 que le président Macron ou que Blanquer ou que nous disent exactement ce qu'il faut faire par rapport à notre classe sociale et par rapport au métier qu'on… Voilà, on peut aussi se dire, nous, on va se déconfiner nous-mêmes, on va y réfléchir, on a aussi du bon sens, ce sont nos enfants, on est responsable, voilà, ce n'est pas que le gouvernement qui gère, en fait, ce sont nos enfants. On a, nous, des enjeux, là, pour le coup, de santé publique, mais surtout, on sait que voilà, la priorité, c'est quand même les enfants. Et du coup, c'est aussi à nous de… Voilà, donc, il n'y a pas de fatalisme là-dessus, en fait, c'est vraiment quelque chose à réfléchir. Donc, encore une fois, moi, je ne suis pas contre le déconfinement, loin de là. C'est simplement voilà, les conditions du déconfinement et dans quelle mesure nous, parents, avec les enseignants, on se réapproprie la question et on essaie de réfléchir à des choses, y compris à faire, pourquoi pas. Moi, par exemple, si j'envoie pas, mais alors j'enverrai pas mes enfants le 11 mai, évidemment, à l'école, mais voilà, moi, mes enfants, ils sortent tous les jours. On organise avec leurs camarades, des camarades, pas forcément de classe, mais des rondes, voilà, et ils s'amusent, on arrive quand même à respecter les gestes barrières, comme on dit, mais voilà, ils sont, et ça, moi, je le dis aux autres parents, voilà, réfléchissons ensemble à tout ça. Et il y a des choses très belles qui peuvent émerger de tout ça. Mais dans ce que tu dis, Fatima, il y a quelque chose et je renverrai la réflexion à Khaled et Bilal. Je me dis, est-ce que on peut faire de cette situation une opportunité aussi pour mettre en tant que parent un pied dans la porte de l'école et pour qu'il y ait une autre prise en compte des représentations aussi des différentes classes sociales et de comment notre société s'est construite et avec qui. Parce qu'en Belgique et en France, j'imagine que c'est un peu pareil. L'histoire des immigrations qui ont composé des vagues successives d'immigration à très long terme qui ont constitué la Belgique telle qu'elle est aujourd'hui n'existe nulle part. Et donc, il y a toute une partie de la population belge qui ne se reconnaît absolument pas dans les récits historiques. Est-ce que, comme tu le disais, à l'occasion de ce confinement, il y a des transmissions qui peuvent enfin se faire sans qu'elles soient délégitimées? Parce que, bon, on peut prendre l'exemple de la valorisation du bilinguisme, ça dépend des langues, hein. Quand on a un couple parental qui parle français et anglais, c'est très très bien, il faut parler l'anglais aux enfants, mais si c'est un couple bilingue français-arabe, il faut surtout pas parler arabe aux enfants parce que ça va retarder leur apprentissage. Et donc là, est-ce que ce serait une opportunité, Bilal et Khaled, je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau scolaire, j'ai vraiment aucune idée. La remarque que tu fais concernant quand c'est de l'anglais, c'est très bien, quand c'est de l'arabe, c'est toujours moins bien vu. C'est fou, mais je pense qu'il y a cette image qui est présente actuellement avec cette culture qui fait peur à tout le monde. Ici, chez nous, on a d'assez bons contacts avec les écoles. C'est un travail que nous, on a mis en place. L'installation d'un carnet de communication entre le prof et notre école de devoir. On arrive même à envoyer des animateurs et animatrices, surtout des animatrices, accompagner les mamans aux réunions de parents pour traduire, pour un peu aider. Et du coup, il y a quand même, oui, on est quand même dans quelques écoles présents. Et voilà, on sent bien que cette triangulation autour de l'enfant est difficile à avaler de par l'école.
Ah oui. Mais oui, voilà, on rentre par la porte du directeur et puis on va voir les professeurs. Et voilà, c'est difficile, mais on insiste et on trouve que c'est important. Et puis alors, au rayon de parents, les premières fois, on venait sans avertir personne. Et donc, les mamans arrivaient avec une animatrice. L'animatrice arrivait et dit, voilà, elle ne comprend pas, je traduis, le papa n'est pas là, il n'y a pas de grand enfant. Du coup, le prof, il est un peu pris par la gorge, mais on était très, très, très gentil. On caressait dans le sens du poil, comme on dit, je crois. Enfin, et voilà, et voilà, ça fait 4-5 ans maintenant, et je pense que y a de la confiance qui arrive à se mettre en place, et on communique avec les parents, l'école. Et je pense Oui. que l'enfant, quand il est au centre et qu'il voit que cette communication circule bien autour de lui, voilà, il a moins tendance à chercher la faille, et voilà, il y a une meilleure réussite quand même, ça c'est clair. Oui, ben, je trouve ça vraiment, enfin, ce que tu dis, très, très intéressant et important qu'il y ait à un moment donné un tiers qui te permette à établir le lien entre l'école et la famille, quoi. Khaled, je ne sais pas si tu voulais réagir sur cette question-là. Oui, par rapport à des nouvelles matières qui pourraient être apportées, moi j'ai très peur que ça voue à l'échec, en tout cas pour cette année scolaire-ci, peut-être à réfléchir pour les prochaines années. Les matières à enseigner à l'école, elles sont figées. Les profs restent dans le cadre et donc ne vont pas plus loin que ça. La majorité des profs, en tout cas, qu'on rencontre. Par rapport à la participation des parents, c'est quelque chose qui est très compliqué, honnêtement. De mon expérience, on a très peu donc dans les écoles, il y a possibilité d'avoir des conseils de participation et il y a très peu de parents dans ces conseils de participation. C'est vraiment très difficile à mettre en place et ça s'explique aussi par toute une série de raisons. Hein. C'est les contrats précaires qui obligent les gens à aller travailler à des heures pas possibles. C'est aussi une des raisons. Hein. Il faut pas se leurrer. Mais c'est aussi des fois l'école qui est très moralisatrice et donc des fois des parents ont peur d'être confrontés à l'école, à l'institution scolaire et préfèrent dire à leur enfant, tu as tort, tais-toi, écoute ce que le prof dit, il a toujours raison. Et donc, des fois, c'est vrai que ça engendre des situations assez compliquées. Et donc, entrer dans l'école, oui, on fait des animations, mais des fois, c'est vrai, voilà, la place des parents, elle n'est pas toujours évidente à préserver. Oui, donc là, il y a du boulot aussi, et, la situation d'aujourd'hui met en lumière des choses et on espère permettra d'aller vers autre chose. Maintenant, j'aimerais aborder avec vous le dernier point qu'on avait défini ensemble de ce débat qui touche à une question très, très délicate, qui est les mesures qui sont prises et mises en place pour faire respecter les règles de confinement. Alors, je le disais en début de débat, les images qui nous viennent de France d'arrestations plus que musclées avec des cow-boys, comme le disait Fatima, font vraiment froid dans le dos. Mais en Belgique, certaines situations sont plus qu'interpellantes aussi. Et d'ailleurs, à ce sujet, Bilal, avec ton association et parallèlement avec la SBL Jeunes Ambition Maroc, vous avez interpellé le bourgmestre de Bruxelles suite à une arrestation extrêmement violente et qui s'est en plus prolongée en plusieurs étapes dans le temps d'un jeune homme qui descendait au bas de son immeuble pour fumer une cigarette. Tout à fait. Et aujourd'hui, après je te laisse la parole, aujourd'hui des images ont circulé sur Facebook. Vous savez que, enfin Fatima, je te l'apprends peut-être, mais il y a 3 sports qui sont montrés en exemple de ce qui peut être pratiqué en ce début de confinement, c'est le golf, le tennis et le kayak. Et il y a un monsieur ou une dame, je ne sais pas d'ailleurs, qui a pris son kayak et qui a traversé les étangs d'Ixelles qui sont en plein cœur de la ville, ce qui a beaucoup amusé évidemment. Et il a déployé une grande banderole avec un slogan pour la régularisation des sans-papiers. Et au moment où il a rejoint la berge, il a été arrêté d'une manière très brutale par 5 policiers. Il y a d'autres exemples aussi. Il y a le drame qui a frappé la commune d'Anderlecht et en particulier la famille du jeune Adil qui est décédé simplement parce qu'il a tenté d'échapper à un contrôle de police en raison de non-respect du confinement. Il y a laissé sa vie. Et donc, je voudrais maintenant laisser peut-être la parole à Bilal pour qu'il nous explique l'initiative qu'il a prise donc avec la SBL Jeunes Ambition Maroc, dont les représentants, l'un d'eux en tout cas,
devait être présent. Elias nous écoute, j'imagine, et je le salue, il devait être là parmi nous, mais voilà, la technique malheureusement a ses limites. Voilà, Bilal. Donc voilà, comme tu disais, c'est vraiment les jeunes du quartier qui ont été voir l'AFBL Jam, Jeune Ambition Marolles, qui est une toute jeune AFBL qui aussi vraiment milite pour une présence de médiateurs, je dirais, de grands frères dans les quartiers pour venir soutenir les plus jeunes. Donc ensemble, donc on a créé cette AFBL. Ils sont totalement autonomes aujourd'hui. Et ensemble, on s'est dit, voilà, on va interpeller le bourgmestre pour vraiment lui signaler que les tensions depuis le début du confinement sont vraiment palpables. Et voilà, parce que les règles n'étaient pas du tout claires. C'est pas clair, on ne sait pas qui, quand on peut sortir, jusqu'à quelle heure, combien de personnes. On a des exemples où il y a un gars qui s'est fait arrêter dans le quartier à 1h du matin, il était tout seul. Il s'est fait arrêter, qu'est-ce que tu fais là, tu n'as pas le droit, tu dois être chez toi, mais il ne comprenait pas. Alors comme il s'est un peu défendu, voilà. Mais pour revenir à l'interpellation, donc avec ma collègue Rachida, qui est assistante sociale, elle, vraiment, elle a eu la bonne idée de, quand on a envoyé le courrier au bourgmestre pour demander un entretien pour parler de ces histoires-là, on a en même temps envoyé à la presse un communiqué de presse qui disait nous interpellons le bourgmestre pour lui parler de telle et telle chose, quoi. Et avec beaucoup de chance, le lendemain matin, on a eu un email avec un rendez-vous. Très vite, on a eu un rendez-vous. On s'est bien le lundi. La veille, dimanche, on s'est rassemblé à une dizaine de jeunes ici pour préparer le rendez-vous. Et le lendemain, on a été donc rencontrer le bourgmestre. Et alors, on ne s'était pas préparé à ça, mais il y avait le commissaire de zone, donc le grand commissaire qui était présent, et 2-3 autres policiers. Voilà, on est sorti de là content dans le sens où le bourgmestre s'est engagé à nous revoir pour continuer à réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment améliorer le vivre ensemble, tant au niveau des parents, des jeunes, mais aussi à la relation avec la police. Mais voilà, les policiers, eux, de leur côté, on sent bien qu'à aucun moment, ils se remettent en question. Donc, parce qu'il y avait, dans la préparation, on a proposé à 2 jeunes de témoigner de ce qui leur est arrivé dans le cadre du confinement. Dont un, il s'est retrouvé pendant 12 heures au cachot. Il a ramassé quelques balayages, des coups. Et puis, après 12 heures, on l'a libéré sans aucun document. Il a demandé un document comme quoi il a passé 12 heures au cachot pour qu'il puisse montrer ça à ses parents, pour qu'il n'y ait pas de problème. Rien du tout. Donc, voilà. Et voilà, on n'a pas vraiment senti d'empathie, je veux dire, de la part des policiers présents. Oui. Quelques jours après, on a reçu un email du commissaire en chef qui soutenait notre démarche, qu'il estimait que pour lui, tous les citoyens sur Bruxelles doivent être respectés de la même manière et qui demandait à nous revoir et qu'on va essayer de se revoir pour réfléchir ensemble. Mais bon. Ce que je trouve assez interpellant dans ce que tu dis, c'est qu'à la question nous venons vous demander des comptes pour des abus policiers, la réponse qu'on vous adresse, c'est renforçons le vivre ensemble. Ouais, comme si c'était une question de… Voilà, donc ça, c'est assez à la fois troublant et en même temps assez significatif. Je voudrais, avant de donner la parole à Khaled et Fatima, juste dire 2 mots d'une initiative de la Ligue des droits humains qui a ouvert une page internet qui s'appelle www.policewatch.be qui permet de signaler des situations d'abus. Pour les personnes qui n'ont pas accès à Internet, il y a également le chat de mes voisins qui vient me rendre visite. Un numéro de téléphone qui est le 02 209 62 80. Et donc sur Internet, c'est www.policewatch.be et le numéro de téléphone est le 02 209 62 80. Si vous êtes victime ou témoin d'une situation qui vous semble abusive, vous pouvez prendre contact avec, via ce site ou directement avec la Ligue des droits humains pour être accompagné dans les démarches à faire. Voilà. Alors, Khaled, tu es membre de la commission jeunesse de la Ligue des droits humains et j'imagine que les situations successives qui se sont passées
ces derniers temps, au nom du respect des consignes de confinement, t'interpelle aussi? Oui, mais je dirais même plus qu'en tant que membre de la Ligue des droits humains, c'est en tant que citoyen et en tant que travailleur social. Ça fait, je pense, bien longtemps que ces questions sont toujours là et existent toujours. Et la question des violences policières illégitimes, parce que là, il faut vraiment insister sur le mot illégitime, parce que des fois, la police peut utiliser la violence. Mais la question des violences policières illégitimes, elle est flagrante et elle a toujours existé, en tout cas depuis que moi je suis en tant que travailleur social. Et d'ailleurs, en 2012, déjà, le délégué général droits de l'enfant avait, à l'époque, voulu interpeller différentes autorités et avait mis autour de la table à la fois le secteur associatif, le secteur judiciaire et le secteur, je pense qu'il y avait du académique qui était présent pour justement réfléchir à cette question et émettre toute une série de recommandations. Et c'est vrai que si on va voir maintenant encore ces recommandations, elles sont encore d'actualité malheureusement, parce qu'au quotidien, on constate, et les jeunes s'en plaignent beaucoup, c'est que les policiers usent et abusent même de leur pouvoir. On l'a encore eu il y a quelques jours à Saint-Gilles avec des échauffourées qui ont eu lieu du côté de la place Bethléem avec des policiers, notamment en civil, et de la brigade UNEUS. Il y a d'ailleurs eu tout un travail d'interpellation qui a été fait auprès des autorités communales par rapport aux violences exercées par cette brigade qui est connue maintenant pour ces faits de violence. Et c'est vrai que tous les acteurs du terrain sont unanimes par rapport à ces questions-là. Si vous contactez les AMO, vous allez avoir le même son de cloche. Forum de la jeunesse, c'est la même chose. Chez le délégué, c'est la même chose. Les travailleurs sociaux de terrain, les éducateurs, c'est la même chose. Donc il y a vraiment une question, c'est vraiment une question épineuse. Et malheureusement, elle est compliquée dans le sens où il y a un cadre légal qui permet aux policiers de faire toute une série de choses. Et puis le citoyen, il se retrouve face à devoir prouver que les policiers ont mal agi. Et c'est là qu'est vraiment la difficulté, c'est qu'on ne donne pas crédit à la parole des jeunes. Ça, c'est vraiment quelque chose de hyper compliqué. C'est que les jeunes, on ne leur fait pas confiance. Et à partir du moment où ils sont face à un policier, on va donner plus de crédit à la valeur du policier et à la question donc de la preuve. Et puis auprès de qui on peut aller porter plainte. Et tu as bien cité, PoliceWatch est vraiment un outil qui va permettre d'essayer, parce qu'il n'y a pas de statistiques précises par rapport à ces questions-là. PoliceWatch va peut-être pouvoir mettre le doigt là où ça fait mal et de pouvoir amener des situations concrètes auprès des autorités judiciaires qui souvent ont tendance à dire qu'il n'y a rien et qu'il y a très peu de statistiques là-dessus. Et c'est vrai que voilà, il faut aussi que à la fois le politique, parce que c'est vrai que c'est bien que le bourgmestre écoute les gens, mais il faut qu'ils passent aussi à l'action à un moment donné et qu'il faut qu'ils prennent des sanctions à l'égard de certaines, comme certains disent, pommes pourries au sein de la police qui discréditent cette autorité-là auprès des jeunes. Et donc, il faut vraiment une action concrète et efficace de la part des autorités, à la fois politiques, à la fois des autorités judiciaires. Donc, les autorités de police, donc le chef de zone doit pouvoir sanctionner immédiatement des policiers qui seraient auteurs de comportements déplacés. Et également, je pense qu'il est aussi important que la justice fasse son travail, parce qu'il y a très peu de condamnations au niveau justice sur ces questions-là, alors qu'il y a pas mal de situations au quotidien dans tous les services. Oui. Il y a d'ailleurs une mobilisation de plusieurs associations et de groupements citoyens depuis plusieurs années, je pense, sur ces questions, mais qui peinent effectivement à faire bouger les choses. Fatima, j'imagine que tu as des choses à dire aussi sur ces questions. Ton micro est coupé, Fatima. Hop là. Voilà, merci. Oui, non, deux choses à dire pour l'essentiel. La première, c'est, alors pour moi, la question des violences policières, c'est pas que, mais c'est d'abord et avant tout une question de liberté publique, de liberté fondamentale, notamment de liberté de manifester et de liberté de simplement circuler librement dans la rue. Alors, pour la liberté de manifester, on l'a vu au moment des Gilets jaunes notamment, mais avant, au moment de la loi travail, et puis plus récemment au moment de la contre-réforme des retraites, on a vu que tout le monde pouvait être visé par la police à partir du moment où il remettait en question la politique menée par un État plus ou moins autoritaire. Bon, voilà. Et donc, la police avait comme fonction, parce que c'est ça qui est important de dire, c'est que la police a une fonction. Les violences policières ont une fonction. La police, en l'occurrence, par exemple, pendant le mouvement des Gilets jaunes, avait la fonction d'empêcher
des personnes de manifester leur colère, leur mécontentement, leur refus des inégalités, etc., etc. Bon, ça, c'est pour la liberté de manifester. Et puis, pour ce qui concerne les quartiers populaires, il y a effectivement cette atteinte à la liberté de manifester, mais il y a surtout une atteinte à la liberté d'exister tout simplement dans la rue. Et je trouve que là, ça se voit beaucoup avec le confinement. Parce qu'au moment des Gilets jaunes, il y avait la tentation de dire oui, mais finalement, les violences policières, ça touche tout le monde. Vous voyez bien que voilà, il y a cette jolie femme blonde de 30 ans qui a été visée par un tir de flashball. C'est bien la preuve que la question raciale n'est pas centrale sur cette question de violence policière. Mais là, on voit bien que pendant le confinement, puisqu'il n'est pas possible aux gens de manifester leur mécontentement dans la rue, puisqu'on est tous confinés plus ou moins, et qu'il est simplement question de circuler dans la rue, on voit bien qu'ils sont visés. Aujourd'hui, il y a eu 5 morts depuis le début du confinement en France. Il y a énormément de violences policières. Il y a des personnes qui ont été mutilées, qui ont été gravement blessées, etc. Ce ne sont que des jeunes, essentiellement des jeunes hommes non blancs. Et puis, il y a eu quelques jeunes femmes non blanches. Voilà, des gens issus d'immigration postcoloniale. Donc là, on voit bien que la fonction de la police, c'est bien d'empêcher les gens d'exister dans l'espace public. Bon, là, sous prétexte de confinement et de virus. Mais je trouve, moi, que sur cette période de confinement, on voit bien à quoi sert la police, en fait. Alors, sur les violences policières, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé en France il y a quelques jours. C'est des policiers qui se sont amusés à traiter de bico un homme et à espérer qu'il se noie dans la Seine. Donc, il y a eu tout à coup une référence à Octobre 61 et à ces Algériens qui ont jeté comme ça à la Seine. Et ça a beaucoup fait parler médiatiquement. Le ministre Castaner a même été obligé de dire un mot quand même pour dire que le racisme, c'était pas normal dans la police. Parce que tout à coup, il y avait quelque chose de très flagrant, en fait, où le racisme était très... voilà. Et je remarque que les insultes racistes ou alors les violences policières lorsqu'elles ne tuent pas choquent plus que des assassinats. Je remarque que quand un jeune homme est blessé, enfin, ou est agressé sexuellement, ou est insulté, etc., ça marque plus ses esprits que quand il y a des morts, en fait. Bon, voilà, je le dis en passant, mais il y a quelque chose comme ça de l'ordre de... Bon, où lorsque des jeunes hommes non blancs sont tués par la police, en fait, il y a comme une sorte de normalisation, de banalisation. Et c'est le deuxième point, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que pour moi, il ne s'agit pas simplement de pointer du doigt la police. Pour moi, la police, c'est un système voilà, qui est aux ordres d'un État. Alors, il s'autonomise plus ou moins, mais il est bien aux ordres d'un État. C'est un système qui n'est pas en dehors de la société. Non, moi, je pense que ce qu'il faut dire avant tout, c'est que c'est une honte. C'est une honte pour l'ensemble de la société que des jeunes hommes noirs et arabes, roms, en tout cas des êtres humains, en fait, sont tués par l'État, par le bras armé de l'État, en toute impunité. Enfin, je veux dire, il faut voir à chaque fois qu'un enfant, notamment, est blessé par la police, par des militaires, par des gendarmes qui ont des armes de guerre, en fait, et insulté, et maltraité, et agressé sexuellement. Il faut voir sur les réseaux sociaux en France, mais la meute des réseaux sociaux pour dire que cet enfant, donc on ne dit pas que c'est un enfant, même s'il a 16-17 ans, on va considérer que ce n'est pas un enfant, mais en tout cas, il se trouve que c'est un adolescent, pour dire à quel point cet adolescent méritait quelque part ce qui lui est arrivé, parce que, alors soi-disant que c'est un délinquant, soi-disant qu'il a volé la moto, soi-disant que, voilà. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas considérés comme des êtres humains. Quelque part, ils méritent en fait ce qui leur arrive. Donc, c'est clairement voilà, la peine de mort, en fait. C'est-à-dire que sous prétexte que je ne respecte pas le confinement, je mérite de mourir. Sous prétexte que je ne respecte pas, et quand bien même je ne respecte pas le confinement, c'est 135 €. Dans ce cas-là, c'est une contravention. Pourquoi je suis agressée, frappée, tasée, gazée, etc., etc. Mais il y a en France, comme ça, quelque chose autour du fait que oui, mais quelque part, ils l'ont un peu cherché, quelque part, ils le méritent. Et pour moi, ça, c'est tout simplement de la déshumanisation. Donc, c'est un problème plus fondamental, en fait, sur comment on voit cette population issue d'immigration africaine, postcoloniale. C'est comment on voit leurs enfants, comment on les traite, et ça, c'est un problème de fond, et je terminerai par là. C'est une honte, alors pour tout le monde, mais c'est une honte en particulier pour les organisations de gauche. Mais qu'est-ce qu'elles foutent ? Enfin, à chaque fois qu'il y a un mort, normalement, alors à l'époque en France, il y a eu Malek Oussekine qui est mort dans les années 80,
à l'occasion de grandes manifestations. Ça avait été un scandale d'État. Il y a un ministre qui a démissionné. Ça a remis complètement en question l'armement des policiers. Je crois que les voltigeurs ont disparu, etc. Enfin, je veux dire, il y a eu c'était un vrai choc, un vrai scandale. Aujourd'hui, on passe de scandale à scandale. Il y a Zineb Redouane qui est morte à l'occasion des Gilets jaunes, une vieille femme de 80 ans qui a été visée par la police. Sachez, je ne sais pas si vous êtes au courant, que les policiers, que cette brigade-là ont eu une promotion. C'est-à-dire qu'il y a une promotion maintenant dans les violences policières, mais il n'y a pas de condamnation, il n'y a rien. Scandale après scandale, il n'y a rien qui se passe, y compris pour les organisations de gauche qui considèrent que, alors de temps en temps, oui, il y a une tribune qui est faite, il y a une pétition qui est faite, etc. Mais ça devrait être la question centrale aujourd'hui. Un mort, c'est un mort de trop déjà. Il devrait y avoir une mobilisation nationale, de la France nationale, notamment des organisations de gauche. Et elles ne le font pas. Pour elles, ça reste encore aujourd'hui une question secondaire. Et c'est dire qu'il y a ce problème-là de déshumanisation des enfants de l'immigration postcoloniale, des enfants, parce qu'il s'agit souvent d'enfants, y compris dans des organisations dites progressistes, y compris dans des organisations de gauche. Et moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut être sans pitié. Moi, celui qui me dit « Non, mais lui, oui, mais regarde, alors ok, il a eu sa jambe blessée, parce qu'il y a un enfant comme ça, enfin un jeune homme, pardon, à Villeneuve-la-Garenne, qui a été voilà, parce que la police, comme ça, s'est amusée à ouvrir la portière pour s'amuser, je pense, en plus. Hein, mais, et comme ça, il y avait, oui, mais peut-être qu'il a volé la moto sur laquelle… Enfin, moi, je dis qu'il ne faut pas débattre dans ces conditions. Enfin, il faut dire, on refuse le débat, en fait. Si on en est à déshumaniser nos propres gosses, moi, je ne débat pas. Il faut dire, là, on s'arrête tout de suite. Voilà. Et donc, il faut dire voilà, qu'on est voilà, pour… alors, ce n'est pas parce qu'on est arabe qu'on n'a pas de liberté fondamentale, ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on n'a pas de liberté fondamentale. Les libertés publiques, c'est pour tout le monde. On a le droit de circuler librement dans la rue. On a le droit d'exister dans l'espace public. Nos enfants ont le droit d'exister dans l'espace public. Nous sommes contre la peine de mort, quelle que soit la raison. Même si ce sont des délinquants, des drogués, peu importe, on n'a pas à les tuer. Voilà, ce sont des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Notre dignité humaine doit être respectée. Et ça, encore une fois, il faut être sans pitié là-dessus. Et plus on sera sans pitié, organisés ensemble là-dessus, et je pense que plus on gagnera ce combat qui devrait être, encore une fois, un combat central. Merci beaucoup, Fatima, pour ce témoignage et ce très, très long engagement qu'on sent est nécessaire. Une petite chose… Justement, peut-être, si tu me permets, vas-y, je t'en prie. Justement, une très belle anecdote qui illustre bien ce que tu disais. Oui. Il y a quelques jours, c'est ma collègue qui me raconte ça. Petite réunion avec deux jeunes étudiantes qui avaient besoin d'imprimer des documents. Deux petites blagues, 14 ans et 17 ans. Une très longue fille, une très jolie fille. Et ils sortent, ils discutent devant la porte. Il y a une voiture de police qui passe, qui ralentit, qui ne s'arrête même pas. Donc ma collègue est dos à la police et elle voit la jeune en face d'elle qui se tétanise. Elle ne bouge plus. Elle fait une crise de panique. Ma collègue la prend, la rentre à l'intérieur, lui demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as? J'ai vu la police. T'imagines comment une jeune fille qui a 100% qu'elle n'a absolument rien à se reprocher, elle habite à 40 mètres de la maison de jeunes, elle vient régulièrement, elle n'a pas d'histoire, on la connaît très bien, on l'a vu grandir avec nous, mais avec tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle a vu dans le quartier, la police, elle a une peur bleue de la police. Oui, c'est effectivement incroyable. Ça, pour moi, c'est inexplicable. C'est inexplicable et c'est, comme le disait Fatima, inacceptable. Et ça renvoie à ce que tu disais, Fatima, en début de débat, sur des représentations qui touchent donc les descendants, comme tu disais, des immigrations postcoloniales et des quartiers populaires, où il y a des représentations des gens indisciplinés, qui manquent d'hygiène et où il y a un présupposé de culpabilité. Alors, Arnaud me dit, rappelle aux personnes qui nous écoutent de ne pas hésiter à poser leurs questions. On arrive tout doucement à la fin de notre débat et j'avais envie, peut-être en clôture, de vous renvoyer une dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment finalement, enfin c'est très frappant dans les analyses que fait Fatima, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce contexte de protection, entre guillemets, autour d'un risque sanitaire déborde et que les systèmes de contrôle, de privation de liberté soient maintenus au-delà du contexte sanitaire et qu'on les intègre aussi comme des normes? Parce que dans la situation que tu évoquais, Bilal, il y a la peur de cette jeune fille qu'elle intègre et qu'elle va intégrer comme une norme aussi.
c'est normal, entre guillemets, d'avoir peur de la police quand on est une jeune fille belge à la peau noire qui vit dans un quartier populaire. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui de voir finalement ces représentations et d'intégrer finalement toutes ces nouvelles, tous ces nouveaux modes de contrôle quelque part. Et je vais vous laisser à chacun la parole pour clôturer là-dessus. Qui se lance? Moi, je peux dire un mot pour terminer. Vas-y, Fatima. Sur la foulée. Non, oui, effectivement, moi, c'est la raison première pour laquelle j'ai été sidérée au début du confinement. Mais vraiment, c'était de la sidération. C'est de voir à quel point notre sort, en fait, et ce qu'on a pour moi de plus fondamental, en tout cas, c'est ce qui fait partie de plus important, c'est les libertés publiques. Et à quel point ces libertés, en fait, étaient entre les mains de gens pour lesquels moi, je n'ai aucune forme d'estime politique. Voilà, l'État Macron, pour moi, c'est pas des gens en qui je vais avoir totalement confiance pour protéger mes libertés fondamentales. Et donc, moi c'est vraiment ça, c'est ce sentiment d'impuissance, en fait, se dire, mais là, ok, c'est pour des histoires d'épidémie, c'est pour une vraie question de santé publique. C'est pour cette raison qu'on est privé de liberté et qu'on est à ce point contrôlé avec comme ça une répression. Mais demain, ça pourrait être pour autre chose. Et d'ailleurs, hier, c'était pour autre chose. Hier, c'était pour des raisons de terrorisme, etc. Il y a eu un état d'urgence qu'ont subi les musulmans en France qui a été effroyable. Voilà, il y a eu des perquisitions complètement gratuites, etc. Donc, on a cette expérience-là ces dernières années. Donc, là, aujourd'hui, c'est pour l'épidémie, mais demain, ça pourrait être pour autre chose. Et donc, moi, au début, cette sidération, c'était vraiment ce sentiment d'impuissance et de me dire, mais de toute façon, même si je ne suis pas d'accord avec cette atteinte à mes libertés, voilà, même si je ne suis pas d'accord, parce que je considère par exemple que c'est pour de mauvaises raisons, il n'y a pas besoin, bon c'est pas le cas, hein, mais j'aurais pu me dire, bah non, je ne vais pas être confinée, etc. Je n'aurais rien pu faire. Et personne n'aurait rien pu faire, aucun contre-pouvoir. Je veux dire, les organisations de gauche étaient complètement absentes à ce moment-là. Il n'y a personne qui aurait pu remettre en question ça. Et donc, c'était dire à ce moment-là à quel point encore une fois, nos libertés en fait, peuvent être gérées comme ça de manière par une seule autorité, en fait, en l'occurrence l'État Macron. Et oui, moi, je pense qu'il y a un vrai risque. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, il ne faut pas se battre, mais il y a un vrai risque. Alors, pour moi, ce n'est pas tant la question des représentations, c'est plutôt ce que vont produire les pratiques. C'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, vous avez en fait des gens qui s'habituent à montrer leur petite attestation. Je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, il faut montrer une petite attestation bien remplie, etc., pour dire que vous sortez entre telle heure et telle heure. Il faut dire pourquoi vous sortez. Il faut préciser que c'est, par exemple, pour aller faire les courses, pour des raisons, pour des produits de première nécessité. Lorsqu'on s'habitue à devoir remplir cette feuille pour simplement sortir de chez soi, qu'on s'habitue à tendre ce papier à la police lorsqu'on nous le demande, qu'on s'habitue à ce que la police fouille dans le sac pour vérifier que ce sont bien des produits de première nécessité et qu'il y a eu comme ça des affaires au début, hein, des gens qui ont été verbalisés parce qu'ils avaient une bouteille de coca, par exemple, dans leur course. Ou, bah non, ça c'est pas. Et donc, c'est la police qui jugeait si oui ou non c'était première nécessité. Enfin, vous voyez, on était quand même dans une situation, pour moi, n'était pas normale. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu avoir un confinement, mais l'expression d'ailleurs qui était utilisée en France était « restez chez vous ». Non, ça aurait pu être « restons chez nous » parce qu'on l'a décidé. Là, c'était « restez chez vous ». Voilà, restez chez vous et vous n'avez pas à sortir. Et donc, je pense que cette culture-là, en fait, qui s'installe depuis plusieurs semaines et en réalité qui est le prolongement de quelque chose qui existait déjà, de s'habituer à ce que la police, à ce que l'État contrôle nos libertés, y porte atteinte et en fait contrôle notre existence dans l'espace public, ça… Bon, après, il y a beaucoup de gens qui pensent au jour d'après, qui pensent comme ça qu'on va se libérer, faire la révolution, etc. Il ne faut pas rêver. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, quand ces pratiques-là se sont installées pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, qu'il n'y a pas d'espace politique, en fait, où on peut être dans la subtilité, on peut être dans la critique, etc. Bon, ça va laisser des traces. Et donc, vraiment, c'est pour ça que moi, j'insiste vraiment sur cette question des libertés fondamentales. C'est pas parce qu'on habite dans les quartiers populaires notamment, c'est pas parce qu'on est de classe populaire, c'est pas parce qu'on est issu d'immigration postcoloniale qu'on n'a pas droit à se voir respecter ces libertés fondamentales. Il faut vraiment se dire que c'est très, très, très important pour nous. Il n'y a pas que la question de l'égalité, il n'y a pas que la question dont tu parlais tout à l'heure, des émeutes de la faim, voilà, de la misère, de la précarité, etc. Ce n'est pas les seules questions. Nous, on tient aussi à nos libertés. Moi, je tiens aussi à ma liberté de circuler dans l'espace public, quoi. Et elle est menacée. Aujourd'hui, elle est menacée. On ne s'en rend pas forcément compte parce qu'il y a ces enjeux de santé publique qui font qu'on a peur de toute façon de sortir, etc. Et puis on se dit que c'est pour notre bien. Mais ce n'est jamais pour notre bien. Voilà, les atteintes à la liberté, ce n'est jamais pour le bien, en tout cas des plus dominés. Et donc, ça doit être un élément de vigilance supplémentaire pour nous. Et je pense que ça doit faire partie de nos causes présentes et puis à venir.
Merci beaucoup. Merci Fatima. Bilal, Khaled? Ben, moi, c'est vrai que avec toutes ces histoires de confinement, comme tu disais, Fatima, c'est clair, tous ces gestes qui deviennent, ouais, qu'on intègre, bon, chez les jeunes surtout, tous ces contrôles. Moi, je suis quand même assez content que ce groupe de jeunes soit venu vers nous pour nous secouer un peu, pour nous demander de l'aide, pour un peu agir et les soutenir, parce que c'est vrai que c'est un public assez âgé, ils ont entre 20, 22, 23 ans. Nous, on travaille beaucoup avec des 12, 18, 20. Et voilà, ça nous a remis de cet engrenage de la lutte, de la militance. Et je crois qu'on va un peu investir plus ces prochains mois, ces prochaines années là-dedans, en soutenant ces jeunes, vraiment, en essayant de mettre. Voilà, on a déjà eu une rencontre avec une AIMO d'Ixelles début de la semaine, et je vois que Khalid aussi était sur le réseau, sur les différents mails qui ont circulé pour essayer de réfléchir ensemble. Je pense qu'il y a différents niveaux d'interpellation, différents niveaux d'action à mettre en place, autant au niveau local, auprès des policiers au niveau local, que jusqu'à aller au Sénat, essayer d'aller voir toutes ces commissions de l'intérieur, qu'ils appellent ça, qui réfléchissent sur le fonctionnement de la police. Voilà, il y a vraiment d'énergie à mettre. C'est des combats longs, je pense. Longs, et voilà, j'espère aussi que les gens qui seront touchés, je veux dire, allez, je repense aux infirmières, par exemple, et j'espère vraiment que si dans quelques mois, il y a une manifestation, qu'on verra le public présent aux manifestations sera beaucoup plus large que, en général, quoi, où c'est toujours les mêmes qu'on voit dans ce genre de manifestation. Je me dis peut-être que les bobos, hein, comme tu disais Fatima, seraient peut-être aussi un peu touchés. J'espère vraiment pouvoir aussi aller détiller ce public-là qui est certainement plus écouté ou plus entendu. Essayer vraiment d'aller toucher les différentes franges de la population pour mener ce combat et pas juste l'associatif local. Voilà, ça c'est une de mes volontés. Et puis les parents aussi, je pense que les parents aussi ont un rôle important à jouer, même si les parents d'aujourd'hui, c'est déjà des parents qui sont nés en Belgique pour certains. C'est plus la première ni la deuxième génération, c'est déjà la troisième génération. C'est des mamans, des papas qui ont étudié, qui connaissent, quoi, et qui, je pense, devraient pouvoir être mobilisés. Voilà. Merci, merci Bilal. Khaled? Oui, mais je partage tout à fait ce que viennent de dire Bilal et Fatima. Je rajouterais, pour pas faire trop long, la question de mes craintes par rapport à la régression des droits sociaux. Ça, il faudra vraiment que l'ensemble du secteur, les syndicats et la population soient vraiment attentives à ce qui va arriver lors des prochains mois, notamment par rapport au pouvoir d'achat des familles. Quand on voit tout ce qu'on a déjà débattu, hein, toutes les précarités qui remontent, il va falloir trouver des solutions. Donc, il va falloir changer certaines choses. L'importance du rôle de l'État et le rôle du travail d'interpellation, comme l'a dit Bilal, qui fait partie des missions des AMO sur toutes ces questions-là, mais avec au final de vrais changements et pas simplement de belles paroles. Là, ça va, il faudra vraiment être attentif à ça. Et tu le dis bien, Bilal, la question des parents est aussi primordiale. Autant les jeunes peuvent être mobilisés, mais les parents doivent aussi pouvoir à un moment donné être concernés et impliqués, et je suis certain qu'ils le seront. Ils auront juste besoin des canaux de communication, parce que c'est vrai que des fois, c'est ce qui manque, c'est avoir les outils pour pouvoir communiquer. Donc, ils ont énormément de choses à dire, mais ils n'ont pas des espaces de parole, en tout cas ici sur Bruxelles. Donc, voilà. Bien, merci. Vraiment, merci à tous les trois. Je trouve que la note finale est plutôt enthousiasmante parce qu'on sent en tout cas un souhait de construire des convergences et de dire non pas certains savent et vont apprendre à d'autres comment faire, mais mutualisons et mettons ensemble tout ce qu'on sait tous et nos expériences et nos souhaits, nos volontés de changement. Il y a Arnaud qui me dit une phrase plus que jamais d'actualité: un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux. Moi, je retiens la phrase de Fatima qui dit la privation de liberté, ça n'est jamais une bonne chose, et en particulier
particulier quand on fait partie des plus opprimés. Et sur la question des droits sociaux, ça m'a mis en mémoire une petite phrase de Frantz Fanon, mais je ne vais pas pouvoir redire textuellement parce que je ne la connais pas par cœur, mais il dit que la réussite de la révolution, pour le peuple, ça se mesure à la quantité de pain qu'il aura entre les mains au final. Et donc, il y a vraiment des vrais enjeux d'égalité qui passent aussi par ces questions-là. Merci encore infiniment, Fatima. Merci, Bilal. Merci, Khaled, pour ce débat très, très riche et très intéressant. Pour celles et ceux qui nous suivent, merci beaucoup. Je salue aussi Ilias, qui devait être parmi nous et j'imagine qu'il a pu suivre aussi le débat. Pour celles et ceux qui ont envie de continuer ces petits rendez-vous du jeudi soir, sachez que la semaine prochaine, jeudi prochain, on va débattre avec Jean Cornil, qui est le conseiller politique de PAC, et avec Olivier Starkit, qui travaille qui est directeur de recherche à la CGSTFGTB, sur une analyse, une petite analyse au scalpel de termes qui reviennent régulièrement dans les discours du Conseil national de sécurité, dans la bouche de notre première ministre Sophie Wilmès. Qu'est-ce qui se cache derrière les mots? On en parlera la semaine prochaine. Pour le débat d'aujourd'hui, merci à tous. Portez-vous bien, prenez soin de vous parce que nos dirigeants ne le feront pas. Et je vous souhaite une très, très bonne soirée. Merci à tous et à très, très bientôt. Au revoir. Au revoir. Les amis. Pierre, est-ce qu'on est encore en direct? Oui, je coupe le direct. Tu coupes le direct? Ok, vous avez encore 1 ou 2 minutes?